Donc je suis effectivement Carole Lemondure, professeure associée à cette école qui s'appelle maintenant Prudentia. Alors elle s'appelait école de management, maintenant j'ai un peu de mal, ça s'appelle Business School. Donc je suis rentrée dans le vif du sujet là. Je suis vraiment en sciences de gestion. Effectivement, je suis arrivée il y a 2 ans là-bas pour développer une chaire de recherche sur les ressources humaines dans le secteur culturel, qui est mon cœur de recherche depuis une vingtaine d'années. Et auparavant, j'avais un parcours d'une vingtaine d'années à l'université d'Angers sur une responsabilité de master ressources humaines. Les questions qui me préoccupent, puis je passe la parole à Laurence, qu'elle se présente aussi, sont des questions de qualité de l'emploi dans le secteur culturel et de mode d'animation, de gestion des équipes dans le secteur, en ne comprenant pas que l'artiste, mais en incluant aussi les personnels de support administratifs et autres intervenants dans le secteur. Bonjour à tous, vous m'entendez? Rapproche. Là c'est mieux. Super. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Laura Offrard, je suis chargée de mission pour l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est une union qui réunit donc 15 fédérations que vous connaissez sans doute, parmi lesquelles la FEDELIMA, le SINAVI, un certain nombre de fédérations, la Fédération nationale des arts de la rue, voilà, un certain nombre d'outils collectifs et d'espaces collectifs que vous connaissez et dont vous êtes pour un certain nombre membres. Moi, je suis chargée de mission pour l'UFISC et nous travaillons à travers 3 grandes thématiques que sont la question des politiques publiques et la co-construction des politiques publiques pour le secteur, la question des modèles économiques et de la diversité des modèles économiques, et puis la question de la structuration professionnelle avec la structuration d'initiatives, les initiatives artistiques et culturelles, associatives, coopératives, avec cette forme d'entrepreneuriat collectif, la plupart du temps, et s'inscrivant dans le champ de l'économie solidaire. Donc on travaille toutes ces notions dans une perspective aussi de droit culturel. Je m'arrête là car je vous en parlerai après. Bien, donc effectivement, je remercie beaucoup Essa de m'avoir invité aussi à cet espace d'échange avec vous. Je m'étais prévue toute la journée en me disant ça va me faire du bien d'avoir un temps de respiration, de pouvoir me remettre aussi les ménages. Et puis voilà, je suis désolée, je n'ai pas pu me rendre disponible finalement avant. On se disait qu'on avait un effet de constellation sur la rentrée, il y a une espèce de truc bizarre sur la rentrée 2016, je pense que vous avez dû vivre la même, elle est un peu agitée. Donc je vais vous proposer quelques réflexions basées sur les questions que vous avez posées, puisque le thème de départ c'était de quoi la culture est-elle responsable, et puis j'ai vu que ce matin avait été, et dans les ateliers c'est ainsi prévu, brosser effectivement l'ensemble du processus, qui est responsable, de quoi on est responsable. Et puis, moi, il y a une question qui me manque quand même, c'est comment on est responsable, même si vous avez commencé à ébaucher dans certains des ateliers. Et c'est vrai que mon point d'entrée étant un point d'entrée porté sur les équipes, je vais plutôt m'intéresser, moi, à la dimension responsabilité, au sens de responsabilité des acteurs en charge de la réalisation des projets, à quelque titre que ce soit. Parce que je me suis dit, si je commence à... Alors j'étais un peu enthousiaste sur la production que j'ai faite, c'est vrai que je me suis dit c'est trop génial ce thème, enfin envie de faire un bouquin sur de quoi la culture est-elle responsable. Le de quoi ne revient pas, c'est pas mon expertise, ça vous appartient parce que ça renvoie à des questions de politique publique, ça renvoie à des choix idéologiques, à des choix lourds en termes de quel est le rôle de la culture, et puis j'imagine que voilà, vous avez pu échanger vous ce matin de nombreuses fois autour de la culture est-elle finalement voilà, ce rôle plutôt d'apprentissage, d'éducation, est-ce qu'elle a un rôle plutôt de consommation, est-ce qu'elle a un rôle économique sur un territoire, enfin, voilà, tout ça c'est pas mon expertise, je suis pas économiste, même si on en a forcément besoin quand on réfléchit à vos pratiques au sein des structures, puisque ce qu'on constate c'est que les pratiques observées au sein des structures renvoient quand même à des positionnements idéologiques différents entre vous, et que vous portez en fait ces choix de quoi la culture est-elle responsable. Donc je suis quand même finalement, je me suis dit s'il faut quand même que tu fasses des choses là-dessus. Donc je suis quand même allée voir un de mes auteurs favoris sur la question qui est Menger, un superbe ouvrage que je vous ai rapporté, c'est ça. J'ai le temps, on m'a dit t'as 3 quarts d'heure, c'est cool.
Donc je me suis dit, je vais même pouvoir lire quelques lignes, ça va être super. Donc, Portrait de l'artiste en travailleur 2002. Pour moi, c'est souvent un point d'entrée parce que cet ouvrage, il vous décrit 4 façons différentes d'être dans la culture. Une première façon d'être dans la culture, c'est de considérer que la culture, en fait, c'est tout simplement la vérité utopique de l'homme, c'est le geste créatif, c'est l'essence de la créativité, c'est la liberté créative absolue, bref, c'est l'expression de l'homme dans toute sa qualité, hein, et donc c'est effectivement tout ce que vous allez exprimer dans les ateliers autour de le respect de l'artiste, l'indépendance de l'artiste, le geste pur, etc., qui renvoie à des notions de transcendance, de liberté, etc. Ça, c'est vrai qu'on le retrouve dans la façon de porter les projets. Certaines structures sont extrêmement sur cet axe-là, et ça se traduit ensuite dans la façon d'interagir avec le public, d'interagir avec ses parties prenantes, et d'interagir évidemment avec ses collaborateurs. Donc oui, il y a cette première possibilité qui est assez marquée, je dirais, sur le spectacle vivant, qui est aussi très présente sur les arts plastiques, puisque peut-être que moi j'ai beaucoup entendu des choses quand même dans le qui représente la culture. Vous avez dit évidemment toute esthétique confondue, mais il me semble qu'on n'est pas encore compris en fait. Là, si on prend vraiment la casquette de chercheuse qui vous renvoie au code du ministère de la Culture sur la définition des activités culturelles, vous avez quand même peu parlé du patrimoine, vous n'avez pas parlé d'architecture, voilà, vous n'avez pas parlé des métiers d'art, vous n'avez pas parlé de toutes ces activités qui sont incluses, de la presse, de l'audiovisuel, du cinéma, qui sont incluses quand même dans les activités définies par le code des activités officiellement recensées depuis 2008 dans la nouvelle nomenclature du ministère de la Culture. Donc, est-ce qu'on est d'accord là entre nous pour dire qu'on peut étendre l'ensemble de ces activités culturelles à l'ensemble de ces champs? C'est important parce que je vous ai entendu beaucoup parler de spectacle vivant, en fait, voire même encore plus restreint que le spectacle vivant, si on dit que la bière fait partie de la consommation culturelle, on est plutôt sur une musique actuelle, il me semble. Non, c'est pas du tout une caricature. Mais en tout cas, tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, non, mais alors le tailleur de pierre que tu as rencontré il y a 2 mois, lui, je suis pas sûre que, quoique peut-être, mais en tout cas, le patrimoine, il ne va pas se définir au travers de ça. Les métiers d'art, pas forcément non plus. Les architectes, pas forcément. Les journalistes non plus, que sais-je. Bref, finalement, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, on a d'emblée quand même un cadre qui est posé et qui est implicite, qui est que tous ils partagent ce cadre-là, parce que vous restituez les échanges de ce matin, mais vous avez un prisme. Moi, ce que j'ai entendu, moi, c'est déjà ce prisme-là. Et ce prisme-là, il renvoie voilà, à cette notion de la culture comme liberté, création, art, expression de l'homme et utopie de l'homme. La deuxième définition que propose Menger dans son ouvrage, le deuxième paradigme, c'est de dire, bah là, en fait, c'est ce qui permet de protester officiellement contre le capitalisme. Donc là, on rentre aussi dans les choses un peu plus sympathiques, hein, on l'a dit, et pourquoi pas. C'est peut-être un rôle politique, c'est une autre façon d'envisager la société, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est tout ce rôle-là. On a un certain nombre d'acteurs qui s'inscrivent effectivement dans cette mouvance et qui font porter aux activités culturelles une finalité, je dirais, politique, en sus d'une finalité créative et artistique. Et donc la responsabilité pourrait être évaluée au regard finalement de l'impact, de la plus ou moins grande réussite d'un projet qui devient non seulement un projet artistique et culturel, mais qui devient un projet politique sur un territoire. La troisième mouvance que propose Menger, c'est de dire, c'est très d'ailleurs pervers, hein, c'est d'après les approches de Bell, de dire l'art est un dissolvant du capitalisme. Alors je vous explique ce qu'il met derrière ça. Il dit tout simplement que finalement, en proposant une société de consommation culturelle à outrance, en étant sur ce qu'il appelle le culte hédoniste, le désir sans borne, l'accès à la culture immédiate, alors d'autant plus maintenant avec les formes digitales d'accès à la culture, c'est parfait parce que finalement on va rendre les individus tellement dépendants de ces formes culturelles et de la non-résistance à leur frustration que c'est par ce biais qu'on va les pervertir et qu'ils ne seront plus des agents opérateurs du capitalisme, hein, et des bons producteurs de capital. Et donc à partir de ce moment-là, finalement, on sape les fondements du capitalisme en rendant les individus absolument dépendants d'une forme d'hédonisme. Donc c'est l'individualiste hédoniste qui rend impossible l'atteinte des objectifs du capitalisme, c'est quand même malin.
Et on n'en est pas trop loin finalement, c'est pas mal réussi. Alors il faudrait vous demander si ça correspond à vos objectifs, hein, mais par ailleurs, ayant fait, et travaillant donc dans une business school, ayant fait 15 ans sur un master RH international, où là j'étais aussi sur des grosses structures en même temps que sur le secteur culturel, c'est pas mal réussi quand vous entendez tous les DRH vous dire mais qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes à zapper, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes à vouloir du fun, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes à plus accepter l'autorité hiérarchique, on ne sait plus du tout les manager, on ne sait plus du tout les cadrer, mais qu'est-ce qu'ils consomment par contre en culturel, quoi. C'est impressionnant, ils sont tout le temps sur leur contenu culturel, c'est extraordinaire. Donc pas mal, quoi. Je veux dire, en 2002, Menger, et puis est-ce que c'est ça le rôle de la culture? Est-ce qu'elle est responsable de ça, d'avoir dissous le capitalisme en proposant une suroffre culturelle? Bon, je vous laisse le point d'interrogation en suspens. Évidemment, le quatrième continent, la quatrième vision que propose Menger, elle est évidente, elle a été aussi énoncée par Boltanski et Capello il y a un petit moment sur cette société de projet, sur ce monde de l'innovation, où la culture serait finalement, les activités créatives en général, attention, il n'est pas que sur la culture, les activités créatives seraient finalement les précurseurs d'un monde d'innovation permanente, d'une hyper-flexibilité. On connaît bien les thèses de Menger, moi je connais bien aussi celle de Dominique Sago-Duvauroy à ce sujet, on a Boltanski et Thévenot qui l'avait dit avant, où effectivement, vous, acteurs culturels, seriez les préfigurateurs d'un monde totalement flexible, un peu hors sol, où on aurait des individus qui raccrocheraient uniquement à des projets, hein, en fonction de compétences fléchées, ce qui est le cas quand on monte un festival, ce qui est le cas quand on monte une production audiovisuelle, ce qui est le cas quand on se réunit autour de la publication d'un livre, par exemple, et puis qu'après les équipes repartent chacune de leur côté. Est-ce que la culture a eu finalement cet intérêt de préfigurer ce qui nous arrive dans le secteur marchand, parce que là on l'observe bien dans le secteur marchand, intervenant dans le champ du développement des portfolios compétences par ailleurs. C'est vrai que j'expliquais il n'y a pas très longtemps à mes étudiants qu'on est quand même passé d'une ère de la connaissance, où on est dans une école qui apporte de la connaissance, et ça marchait bien jusque dans les années 70, 75, 80 maximum, sauf que l'école n'a pas bougé depuis. Mais bon, on apportait de la connaissance, ça suffisait aux entreprises. Après, on a commencé à demander de la compétence, c'est-à-dire du développement de savoir-faire. Je sais faire quelque chose. Là, l'école commence à être un petit peu en décalage, mais ils sont à des référentiels de 100 compétences en primaire. Quand je vois ça, c'est extraordinaire. Et puis après, on passe à une ère finalement, au-delà de la compétence, on passe à une ère du talent. Puisque moi je rencontre des DRH qui actuellement me disent, que ce soit d'ailleurs dans le monde culturel, dans l'édition, ou que ce soit dans d'autres structures, on entend parler maintenant de gestion des talents, et non plus de gestion des compétences, on entend parler de recrutement de talents, on recrute même maintenant sans fiche de poste, en se disant, je vais, là, les DRH qui chassent, qui regardent le buzz sur le net, qui regardent finalement quels sont les talents qu'ils peuvent attirer, en se disant, de toute façon, celui-là, je le veux, et c'est lui qui créera mon activité, qui sera facteur d'innovation dans ma structure. On est complètement sur le modèle de l'innovation présenté par Menger comme quatrième possibilité. Donc oui, vous pourriez avoir été précurseur de ça. Donc peut-être qu'un des axes de réflexion qu'on peut avoir à vos souhaits, chez nous, c'est pas très chaud. Ça serait de dire, si vous avez préfiguré ça, quelle est votre responsabilité par rapport à ça? Et quelle est la responsabilité alors vous n'êtes pas responsable que ça se transfère dans d'autres sphères de l'économie, bien évidemment, mais peut-être que vous êtes responsable d'expliquer à ces autres sphères de l'économie, c'est quand même une de mes grandes espérances, hein, que non, c'est pas si simple, que non, ça marche pas si bien, que oui, ça génère, alors du burn-out, il y en a aussi dans le secteur culturel, beaucoup, et que vous avez été tellement précurseur de ça depuis 30-40 ans que finalement vous en avez vu aussi certaines limites. Et je pense que c'est pour ça que vous mettez en place ces débats en ce moment, qui me semblent absolument essentiels. C'est pour ça que je trouvais vraiment extra de nous laisser cette place d'échange ensemble, parce que je crois que le temps est vraiment important. C'est un temps où vous avez expérimenté ça, moi je le vois par porosité se mettre en place, moi et plein d'autres acteurs, on le voit se mettre en place dans le secteur marchand. Et où en gros, en ce moment, on est en train d'expliquer à nos étudiants qu'ils vont devenir des agents indépendants gérés par des agences de compétences avec des portfolios digitalisés et avec évidemment une ubérisation totale de leurs compétences sur le marché du travail. Alors Uber, hein, évidemment, on connaît, vous êtes des hyper Uber depuis très longtemps, puisqu'on vient vous chercher, on a besoin de vous sur en tout cas le mode artistique de production, de création. Ça arrive maintenant dans tous les domaines.
Voilà, et vous, vous en connaissez plus que les autres les conséquences et les limites, et d'ailleurs à observer, c'est ce que j'expliquais à des acteurs économiques du secteur marchand, je leur disais mais ça ne marche pas si bien que ça, et on ne peut pas motiver un individu 10 années durant sur un mode à 70 heures par semaine avec peu de rémunération, une perspective de carrière, sans imaginer qu'entre-temps il est un peu cramé 2 ou 3 fois. Donc c'est pas un modèle à l'idéal. Pour autant, c'est un modèle intéressant si on se dit que c'est la vérité utopiste de l'homme. Et ça, il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Si c'est ça qui vous intéresse, ben, il faut y aller. Mais est-ce que ça peut faire société? Est-ce que ça peut être généralisé? Voilà un petit peu déjà le point d'entrée que je voulais vous indiquer. Parce que ça traite pour le coup, de quoi êtes-vous responsable? Bah, déjà de repérer dans quoi vous vous situez effectivement par rapport à ces 4 approches. Parce que ça va définir si vous agissez en finalité ou en valeur. Ça va définir si vous avez une éthique de responsabilité ou une éthique de conviction, pour me référer à Max Weber. Finalité aux valeurs, c'est Saint-Saulieu, ça dit que finalement j'agis pour atteindre un résultat. Voilà, super. Ou c'est l'éthique de conviction qui consiste à dire moi je me donne les moyens de convaincre mes interlocuteurs et je m'en remets à Dieu pour le résultat. On a quand même une partie de la production de consommation de culture qui me semble-t-il, de ce que j'ai entendu des discours que j'ai pu avoir le plaisir d'entendre et la chance d'entendre, je pense quand même qu'on est en partie dans cette éthique de conviction qui est voire parfois à la limite je dirais, de l'évangélisation. Hein. C'est vrai qu'il est juste de se poser la question de faut-il éduquer à la culture? Faut-il évangéliser? Absolument. Voilà, et est-ce que du coup ça suffit à justifier cette offre pléthorique? Je voulais commencer, je voulais démarrer simplement vous donnant le cadrage quand même de la situation du marché de l'emploi sur le secteur culturel. En 10 ans, 91 et 2011, on a une explosion à plus de 95% de l'emploi dans le spectacle vivant, plus 95% quand l'ensemble des professions en France fait plus 2% sur la même période. Et on a plus 44% par exemple sur les arts visuels et les métiers d'art, toujours sur cette comparaison 91-2011. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement inflationniste qui est donc un marché très attractif pour les jeunes sur leurs envies de carrière ou en tout cas d'activité en ce moment. Pour autant, est-ce pour autant qu'il faut démultiplier de la proposition, de la production, de la diffusion? Parce que quelque part, je me dis, mais c'est quand même une course parce qu'on a un marché qui arrive sur un territoire avec des jeunes qui sont pleins de propositions, d'idées, d'initiatives, de créativité, on va générer de l'offre, voire de la suroffre, voire de l'évangélisation, voire etc. Et donc avec une éthique de conviction qui par ailleurs explique qu'on n'a absolument pas à poser cette question-là, parce qu'à partir du moment où je suis ESS, à partir du moment où je suis artiste, point barre, j'existe, j'ai le droit d'exister, vous n'avez pas à remettre en cause le comment ou le pourquoi j'ai le droit d'exister. Alors ok, mais tout le monde a le droit d'exister. Donc à partir de ce moment-là, moi j'entendais là, puisqu'on a fait un travail large en Pays de la Loire sur l'ensemble des filières culture, des artisans qui vous disent aussi qu'eux, ils aimeraient bien exister. Et que c'est aussi très compliqué pour eux, hein, de tailler la pierre, de rénover des cathédrales avec des vitraux, que les financements sont compliqués. Ah oui, mais alors eux, ils sont en statut SARL, statut marchand, etc. Donc, dans cette approche, ce que je veux vous indiquer, c'est que la rationalité en finalité, finalement, moi je trouve qu'elle est très présente dans le secteur culturel quand on dit finalement que ça serve ou pas sur le territoire, c'est pas mon problème, puisque de fait il est posé que je suis légitime, puisque je rentre dans cette vérité utopiste de l'artiste, ou que je rentre dans ce caractère innovant, et que donc l'ensemble des moyens que je réunis sont tout à fait légitimes par rapport à ça. Une autre proposition que fait Max Weber, c'est d'être quand même sur l'éthique de responsabilité. Et quand vous vous posez la question de quoi je suis responsable, normalement l'éthique de responsabilité renvoie au fait que vous n'êtes que les seuls responsables de ce que vous produisez. Et c'est vrai que je vous rejoins complètement quand vous vous posez souvent la question de est-ce qu'on est responsable de déployer, pas déployer sur un territoire? Est-ce qu'on est responsable de nos soucis financiers? Est-ce qu'on est responsable des difficultés qu'on a dans la conduite de nos activités? Souvent, j'entends, et c'est légitime parce que vous avez des réelles difficultés, j'entends que ça botte en touche quand même sur les partenaires financiers, sur les institutionnels, sur les autres, hein, parce qu'on est dans un modèle qui lui aussi est extrêmement paradoxal de revendication d'indépendance, en même temps que vous êtes en dépendance financière, quand même pour la plupart de vos activités. Donc il y a, et il n'y a qu'en France quand même qu'on trouve ça, cette tension entre la revendication d'expression totalement autonome, d'indépendance financière, dans un contexte où on est quand même sur un régime sécurisé par de l'intermittence. Je dis attention,
sécurisé en partie, et je sais que c'est compliqué, et c'est pas l'idéal, et c'est très difficile d'en vivre, et on met 3 ans à obtenir son statut, tout ça on sait, mais c'est quand même qu'en France qu'on trouve ce régime-là, et tant mieux qu'il existe, mais donc dans cette tension de je suis extrêmement indépendant, mais je suis quand même flexi-sécurisé par l'intermittence, qui sont des logiques qu'on ne trouve absolument dans aucun autre pays sur les questions du culturel. Donc on le voit, vous êtes quand même dans une configuration où finalement la finalité elle est justifiée. Du coup ça vous met un peu, je pense, en décalage ou en moins forte urgence sur la question de la responsabilité. J'en parlais avec des personnes qui se sont montées d'associations, elles sont passées en SIC sur spectacle vivant, donc société coopérative d'intérêt culturel ou quelque chose. Économique, collectif. Bon, excusez-moi. Et ce qu'il me disait, c'est qu'entre les comédiens, ça a complètement changé les rapports. Et qu'effectivement, le fait d'avoir engagé de l'argent à titre personnel dans une activité en collectif avec le partage de valeurs, mais en partageant les risques financiers sur cette activité, a complètement changé la façon de produire les activités. D'abord sur l'impératif de trouver un modèle économique autonome, d'une part. D'autre part, ils ont enfin accepté l'idée d'évaluer leurs activités dans l'impact sur le territoire et le public bien sûr, mais dans l'impact aussi sur les autres activités. Est-ce que finalement entre nous on va maintenir une activité qui est extrêmement déficitaire, qui met en danger d'autres activités que d'autres de nos comédiens ont envie de développer, alors qu'on est tous ensemble, qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on se met en danger entre nous. Et donc ils ont revu leur format, ils ont modifié certaines de leurs productions, sur cette idée que s'ils souhaitaient être autonomes, il fallait questionner à un moment donné l'acte créatif et accepter de le remettre en cause. Or, c'est vrai qu'il y a tout un pan quand même d'artistes qui sont sur cette première idée de la vérité utopiste de l'homme et de l'acte créatif et qui donc, par définition, ne vont pas le remettre en cause. C'est vrai quand on est dans les beaux-arts, par exemple, l'école des beaux-arts qui refuse d'entendre parler de l'entrepreneuriat, de la formation à la gestion, de l'entrée sur le marché du travail parce qu'on est sur la défense de l'acte créatif et que donc le marché c'est sale et on ne va surtout pas en parler. C'est vrai dans les conservatoires de musique de la même façon. Le prochain rapport qui va sortir là-dessus est quand même proprement hallucinant à quel point il démontre que cette question n'est toujours pas prise en compte dans les formations initiales aux activités artistiques et culturelles, entre autres la musique et pour les comédiens c'est la même chose. Et donc là voilà, comment on fait avec cette renonciation à préparer quand même dans sa totalité l'artiste à vivre de son activité en responsabilité de ce que cette activité a comme conséquence sur les territoires, y compris économiquement sur un territoire. Si moi je suis bénéficiaire de subventions, c'est au détriment d'autres forcément, donc tant mieux pour vous, tant pis pour les autres. Il faut quand même bien poser cette question-là. Et donc si effectivement je recherche une autonomie à un moment donné, oui, il faut que mon acte créatif, j'accepte de le questionner parfois. Non, ça ne remet pas forcément en cause mon indépendance, mais en tout cas, on voit bien que selon un des 4 choix que je vous ai proposés tout à l'heure, vous allez accepter ou ne pas accepter de poser cette question-là. Il y a plusieurs choses qui m'ont choquée moi, dans cette rentrée, c'est aussi une des choses que je voulais partager avec vous, c'est un temps d'échange qu'on a eu à Paris à un moment donné sur un atelier où on parlait effectivement de modèles de mutualisation et autres, et où se poser la question de, justement sur la médiation et sur les ateliers qui supposent de la médiation avec certains publics que donc souvent des comédiens ou des artistes sont amenés à faire. Le comédien, non, c'était un metteur en scène d'un grand théâtre qui expliquait que lui refusait par principe l'évaluation de ses ateliers. En disant, je suis en partenariat avec une formation, une école qui m'amène des élèves, des jeunes. J'ai une activité de médiation, je les forme, je les sensibilise, je leur fais faire de la pratique théâtrale. Je refuse par idéologie le principe de l'évaluation de cette pratique théâtrale. De l'autre côté, l'institution elle est en difficulté parce qu'elle a un référentiel de compétences à remplir. Donc on a une institution qui est quand même labellisée par un ministère de l'enseignement, qui elle doit répondre à des obligations de oui cette activité a servi à et a permis de développer telle chose, et puis on a un artiste qui lui, et je ne critique pas, je dis simplement, il se situe dans cette défense de l'acte créatif, et à juste titre selon lui, et donc il n'arrive pas à se parler alors qu'on est quand même sur un acte de médiation. Voilà, parce qu'on est sur des postures idéologiques. L'une a finalité d'intégration sur le marché avec une logique compétence, l'autre a finalité de défense de l'acte créatif. Et on voit bien qu'à un moment donné, ce qui ne va pas, c'est que n'est jamais posé la question du comment on va être responsable et comment on va être responsable ensemble. On va être responsable à partir du moment où on va arriver à construire des compromis dans des règles, dans des régulations, dans des mondes qui sont différents, qui sont légitimes pour
qu'une des parties prenantes qui va exprimer ces mondes-là. L'artiste est aussi légitime que l'institution d'éducation qui demande l'application de son référentiel. Maintenant, comment on arrive à construire du milieu? Toute la question est là. Moi, je dirais autant, une des pistes, c'est de vous dire, vous avez été précurseur de cette hyperflexibilité, expliquez donc à d'autres qui sont en train de la mettre en place ce que ça veut dire et comment on peut essayer de la sécuriser. Mais vous avez aussi été précurseur de ça, et par contre, vous êtes sûrement encore en chemin sur la construction des compromis dans les différentes régulations entre mondes, je pense, parce que j'observe qu'il y a de la finalité dans les activités culturelles. Il y a aussi beaucoup d'activités en valeur et de personnes extraordinaires, et voilà, c'est vraiment très très riche, mais j'observe aussi que dans la réalisation de ces activités, il y a de la rupture, il y a de la discrimination, il y a de la séparation, il y a du dualisme. Le dualisme entre petit et grand, vous l'avez dit dans vos ateliers. Voilà, je suis méchant parce que je suis grande salle nationale labellisée, je suis gentille parce que je suis une petite asso, ou une compagnie indépendante. Entre ESS et secteur marchand, hein, je suis SARL, label, waouh, gros méchant. Bon, vous interrogez les labels indépendants, ils sont quand même en mode survie depuis un petit paquet d'années quand même. Donc, où je suis association reconnue, etc., avec des bénévoles, le modèle qui va bien, sauf que le modèle qui va bien, juste regardez Maillot et éventuellement même aussi un des modèles que j'ai proposé, il y a quand même 4 à 6 modèles de l'association différents et qu'on a un des modèles qui correspond à ce que moi j'appelle petite entreprise, qui va très bien, parce que c'est Tata qui fait l'échec et qu'on entend parler de rien, et qu'on capte des subventions, on capte du bénévolat et que personne ne nous demande grand-chose, donc c'est génial. D'accord? La SARL a des contraintes quand même un petit peu plus fortes. Son modèle économique n'est pas le même. Je ne défends ni l'un ni l'autre, je dis que vous êtes dans des postures où on sent bien qu'il y a quand même de la rupture et de la tension entre ces modèles-là, comme il y a de la tension entre une convention une convention nationale, une CCNEAC des activités culturelles qui est officiellement celle de l'artiste et de la culture, versus une convention nationale de l'animation qui est sociocu et qui, voilà. Donc il y a quand même les nobles et les moins nobles, on est bien d'accord. Et j'en veux pour preuve ce fameux metteur en scène à cet atelier qui nous disait quand même, c'était il y a 3-4 semaines à Paris, que quand même Malraux avait dit que l'éducation nationale était en charge de faire connaître Shakespeare aux enfants, mais les artistes sont en charge de le faire aimer. Donc il y a aussi une dichotomie qui est, alors l'amour c'est vous, hein, et puis la connaissance c'est les autres. Donc comme si on n'avait pas, depuis 30 ans, fait des avancées en sciences cognitives, dans l'éducation, pour expliquer quand même qu'on réussit l'apprentissage quand on transmet pas seulement du cognitif dans l'apprentissage, mais aussi un peu d'affect, un peu d'émotion, un peu de... Et que non, il n'a pas le privilège de l'amour, c'est quand même ce que je suis allée lui dire à la fin. Sinon, je m'ennuierais bigrement devant mes étudiants, et puis ce serait surtout très 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 inefficace. Et oui, il faut simplement apprendre à se parler et à arrêter de se juger au travers de stéréotypes, de grilles de lecture et de mondes conventionnels qui ne demandent qu'à se rapprocher. Et que peut-être ce dont on peut être responsable, c'est de trouver ces modes de rapprochement, tout simplement. Oui, alors rapprochement, ça veut dire compromis, on est d'accord. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le pur, on n'est plus peut-être que dans la transcendance, on n'est pas non plus que dans le marchand. Et que donc, il va falloir inventer, il va falloir innover, mais je pense qu'il y a une extrême urgence à inventer et à innover pour différentes raisons. La première, c'est quand même qu'on a des contraintes économiques qui pèsent sur les structures et que ça fait 10 ans qu'il y a urgence à anticiper les diminutions, je vois que certains s'en rappellent, les diminutions qui allaient venir sur les structures culturelles. Ensuite, parce que il y a une très très forte demande des acteurs culturels eux-mêmes, en tout cas de ce que moi j'ai pu mesurer très récemment au Pays de la Loire, pour faire de l'interdisciplinaire, même si ça c'est des choses que vous connaissez, mais souvent entre spectacles vivants, on va faire des choses avec les arts visuels, ou avec, enfin en tout cas théâtre, on va aller avec la danse, on va aller avec la musique, etc. Mais pas que. Moi j'entends beaucoup que les métiers d'art, ils aimeraient bien se rapprocher des plasticiens par exemple. Et c'est un vrai sens qu'un plasticien se rapproche d'un céramiste ou d'un tailleur de pierre. Bien d'accord? D'autant plus que les Beaux-Arts ne va surtout pas lui donner la formation qualifiante, parce que c'est ça d'être qualifié, et que la pratique, qui est la pratique, je dirais, où on est sur la reproduction d'objets, n'est pas une pratique noble par rapport à une pratique d'objet unique dans un geste artistique. Donc, et pourtant, quand on écoute les plasticiens, ils vous disent « Ah ben ouais, mais moi, la première chose que j'ai
fait, c'est qu'après, je suis allée faire un CAP de menuisier, parce qu'à un moment donné, j'en avais besoin pour ma pratique artistique. Donc, comment on rend ça pour eux, quoi? Comment on arrête de se regarder en chien de faïence, en sale, pas sale, gentil, pas gentil, petit, grand, marchand, pas marchand? Ce que j'entends sur le territoire, c'est qu'il y a des économies d'échelle à trouver, il y a des mutualisations à faire, il y a surtout beaucoup de richesses communes à imaginer, à travailler ensemble, mais que ça suppose de casser les représentations qui ont quand même été hyper instituées à la fois par les règles des conventions collectives nationales. Donc moi, j'avais indiqué que pour moi c'était catastrophique ce qui se passait en termes de création de cette CCNEAC qui indiquait que c'était que des labels, que du pluriannuel, que de la grande scène conventionnée versus un espèce de monde sauvage où tout d'un coup on ne savait plus trop ce qui allait se passer dans ce monde-là, y compris le fait que par exemple le niveau de rémunération à l'époque, les producteurs on s'en foutait qu'ils soient rémunérés au SMIC parce que la convention ne prévoyait plus rien. Et ça c'était pas grave parce qu'il y en a qui étaient hyper sécurisés de l'autre côté, quoi. Donc arrêtez, enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut avancer ensemble et il faut se dire comment vous allez pouvoir aussi être précurseur compte tenu des constats qui sont posés, parce que vous les connaissez bien, ces constats, et je suis sûre que ça vous pose plein de problèmes dans vos coopérations au quotidien. Compte tenu de ces constats qui sont posés, comment on fait, comment on avance, quoi. Moi, c'est vrai que je suis un peu triste tout le temps quand, parce que j'ai un nombre d'attaques sur la mutualisation de l'emploi, j'entends des gens me dire « Ouais, on pourrait sécuriser un tel, là, il pourrait bosser un peu dans le théâtre, il pourrait bosser un peu dans une librairie, ou il pourrait un peu bosser en même temps dans tel endroit, ou il pourrait bosser avec le club de foot, là, sur le territoire, mais ah non, on ne peut quand même pas bosser avec le foot, quoi. Ah non, alors il aurait un CDI à temps plein, c'est sûr, ça serait pas mal, mais non, moi je vends pas mon âme au diable, quoi. Ou alors, un tel, il m'a fait une crasse il y a 30 ans, il est hors de question que je mutualise avec lui sur le territoire. Voilà. Ok. Voilà, on va pas être innovant, quoi. On va pas être innovant, vous n'allez plus être précurseur tout d'un coup. Et je pense que par contre, là, c'est... Et vous avez la créativité, et vous avez l'énergie, et vous avez le fait que vous connaissez ces modèles depuis très longtemps, vous avez toutes les capacités pour être innovant et pour proposer des choses. Et je ne peux qu'espérer que toutes les solutions je dirais, d'innovation sociale, de modèle social, de ce qu'on appelle en jargon gestionnaire de flexi-sécurité de l'emploi, par exemple, que ce soit via des coopératives d'activité de l'emploi, que ce soit par des groupements d'employeurs, que ce soit par des collectifs qui se montent entre compagnies, que ce soit... Voilà, tous les modèles que vous pourrez imaginer seront intéressants et seront surtout axés sur le fait que si on en revient quand même à ce qui est mon cœur de sujet, la consommation culturelle, la production culturelle ne se fait pas au détriment des acteurs culturels. Parce que je ne vois pas ce qui, en termes d'éthique de responsabilité, justifierait que n'importe quelle action humaine suppose qu'on sacrifie en fait des personnes sur l'autel de cette action, si ce n'est d'être dans un registre religieux. C'est pour ça que je vous citais ce premier modèle, parce que ce que vous pratiquez souvent quand vous êtes dans cette obligation de sacrifier les individus, parce que tout est très bien intentionné, je sais que c'est pas voulu, je sais que vous ne pouvez pas faire autrement, je sais que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais il n'empêche que le résultat est qu'on sacrifie des individus sur l'autel de cette production culturelle. Donc comment, à un moment donné, vous êtes créatif, vous avez cette responsabilité de réfléchir et d'essayer de trouver des modèles, d'expérimenter des modèles. Vous savez expérimenter, c'est même votre cœur d'activité. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette observation de vos activités elle est très précieuse, parce que j'imagine qu'on va très vite être amené à le proposer au secteur marchand et à leur dire regardez comment eux enfin ils ont arrêté de faire n'importe quoi. Parce que vous allez faire n'importe quoi dans tous les secteurs d'activité. Enfin, qu'est-ce qu'on va proposer à ces jeunes qui vont arriver sur le marché dans un monde d'ubérisation, d'hyperflexibilité, de recrutement par la réputation, si ce n'est que je vais être recrutée parce que j'ai 5 stars sur LinkedIn et que j'ai un DRH qui fait le buzz pour savoir si je suis un talent ou pas. Bienvenue dans un monde moderne. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, même si c'est peut-être très ambitieux, mais je pense qu'il faut viser très loin, quoi. Il faut viser l'étoile, on arrivera peut-être au nuage. Ça serait déjà pas mal. Et puis vous dire, non, je pense que du coup là j'ai pas mal abordé ce que je voulais voir avec vous. Vous donner ces quelques anecdotes, voilà, qui pour moi sont assez signifiantes. Ce metteur en scène qui ne se sent pas du tout concerné par la question de cette coopération, de cette médiation. Vous dire aussi que
on est quand même, on le sait statistiquement, dans une multiplication de l'offre. Je ne sais plus, les derniers chiffres sont sortis sur les ventes de billetterie où ça explose encore complètement. Alors oui, est-ce que c'est ça l'objet? Moi, j'ai bien aimé que vous remettiez le citoyen au centre de vos ateliers, parce que parfois je me dis, mais en fait, à quel moment un gamin fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur un instrument, quoi. Enfin, moi, c'est ma vieille formation musicale classique qui ressort, mais des fois, je me dis, j'aimerais mieux voir des gamins souffler enfin, taper sur un truc. Alors, ça se fait, mais on n'entend pas que c'est ça l'objectif final, quoi, en fait. On entend que c'est la consommation. Enfin, on entend beaucoup d'acteurs. Hein. Il y a toujours, dans toutes les salles, dans tous les lieux, il y a des actions de médiation, bien évidemment, d'actions culturelles, d'éducation artistique. Mais d'ailleurs, justement, même sur l'éducation artistique, il y a un vrai chantier. L'éducation artistique, j'entends des acteurs qui sont l'artiste, l'enseignant, et le troisième, l'artiste, l'enseignant et la structure qui l'accueille, par exemple. Et dans les discours, c'est vrai que c'est en fait des plasticiens d'autres pays qui nous ont dit, mais nous, en fait, il n'y a pas ce triangle-là, on met l'élève au milieu. En fait, on remet l'élève au cœur du dispositif et on travaille avec lui. Et on travaille dans une médiation expérientielle où il fait, où il n'écoute pas, où il n'est pas en réception, où il est en pratique. Voilà, donc on sent que les lignes bougent aussi du côté de la médiation. Et là, on a des artistes qui nous disent, mais moi je suis démunie par rapport à ça, je ne sais pas faire, ou j'ai pas appris comme ça, et puis il faut aussi laisser à l'artiste, parce qu'il faut le dire, tous les artistes n'ont pas envie d'être médiateurs, et c'est leur liberté, et tous les artistes ne sont pas de bons médiateurs. Et il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer. Or, la perversion des commandes publiques fait que beaucoup de commandes publiques maintenant sont assorties d'activités de médiation pour qu'il y ait un impact sur le territoire, et c'est pas illogique. Mais comment du coup vous organisez ça? Et si vous organisez ça en prenant un médiateur qui vient d'un autre secteur, ça pourrait être riche, ça pourrait être intéressant. Comment on pourrait croiser avec différentes disciplines? Enfin, voilà, moi j'imagine plein de trucs rigolos à expérimenter. En tout cas plein d'espoir, plein d'espoir parce que je vois quand même dramatiquement rapidement arriver ce que vous avez vécu dans le secteur culturel sur d'autres secteurs, et que par ailleurs, voilà, je sais aussi comment c'est difficile de travailler dans le secteur culturel, et comment on a encore vraiment un fossé des acteurs quand on dit qui est responsable. Évidemment les partenaires financiers, évidemment les institutionnels, évidemment dans ce qu'ils vous suivent ou pas, dans ce qu'ils comprennent ou pas. Vous avez besoin d'être soutenu dans de l'emploi structurant, sur du pluriannuel, évidemment. Mais évidemment que quand même beaucoup, moi je vois des choix de gestion, on va commencer à parler des gros mots, des choix de gestion où au sein d'une même structure, à budget égal, on peut faire des choses radicalement différentes. Voilà, alors c'est vrai que c'est toujours une question d'idéal et de transcendance. Est-ce que j'accepte de payer des cachets incroyables à un artiste et de laisser des gens en emploi aidé dans ma structure? Ok, c'est un choix. Mais à un moment donné, en éthique de responsabilité, ça renvoie que à ça. Vous ne pouvez pas dire en éthique de responsabilité, je ne suis pas responsable de mes actes. Ça, c'est l'éthique de conviction. Si vous bottez en touche sur les autres, c'est l'éthique de conviction. Donc c'est d'accord, mais dans ces cas-là, il y a tout un modèle derrière. Et ce modèle-là, il n'est pas loin du capitalisme. Il est même, je pense, à l'origine du capitalisme. Et on le voit bien que quand même, vous êtes aussi en création d'hyper-concurrence entre vous quand vous raisonnez comme ça, d'hyper-flexibilité. Et que voilà, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience ou qu'on ne s'est pas positionné sur les choix que j'ai indiqués dès le départ, finalement, on n'est pas au clair avec ces pratiques. Et que après, quand on intervient dans les organisations, quand il y a des problématiques de souffrance, des problématiques de... voilà, parce qu'on va parler aussi de la responsabilité des salariés, des collaborateurs vis-à-vis des artistes, on est sans arrêt, finalement on en revient toujours à ça, c'est « Ah non, parce que moi je ne veux pas devenir une administration, une bureaucratie. Non, moi je ne veux pas lâcher mon idéal d'eux. Mais non, de toute façon, tu n'as rien à nous dire parce que nous on est bénévoles, donc on est super clean, quoi. On ne peut rien nous reprocher. Hein, et ça, non, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas de... J'ai pas une approche structuraliste. Il n'y a aucune structure juridique. Il n'y a pas de... La forme ne justifie pas le moyen. La forme n'explique pas le moyen. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on pense différemment selon qu'on est blanc, jaune, noir, jaune... Enfin, vous voyez, ok, mais vous légitimez aussi ce type de thèse dans ce cas-là. Il n'y a aucune différence, d'accord? Évidemment, il y a des différences culturelles au sens de la culture nationale. Oui, on est imprégné de notre environnement, on est imprégné de notre territoire, il y a des différences qui se font par rapport à ça. Mais si je légitime la forme pour expliquer toutes mes pratiques, alors je légitime tous les discours de discrimination. Si je légitime qu'une asso a le droit de générer de la souffrance au travail dans ses activités, alors voilà, je n'ai rien à dire contre le statut SRL, par ailleurs, enfin, qui souvent d'ailleurs est moins problématique.
Pourquoi? Parce que la question de la décision, elle est réglée dans une SARL. La question de la compétence, elle est également réglée, même s'il y a aussi des pratiques très compliquées dans les très petites SARL sur le disque ou sur d'autres activités. Mais au moins les choses sont dites et on n'est pas dans un contrat de dupe entre tu viens bosser dans l'ESS, mais en même temps on a des pratiques quand même d'hyper-individualisme et de... Voilà. Donc c'est un petit peu toutes ces réflexions que je voulais vous livrer, un peu en vrac, je suis désolée, mais je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre. Mais c'était plus pour vous donner du matériel et puis qu'on discute en fait. C'était pas pour faire un truc très descendant, parce que moi ça m'intéresse autant d'avoir vos retours, vos remontées, parce que c'est pas très sympathique forcément ce que je vous dis. Mais en même temps c'est quand même plein d'espoir, parce que je pense que vraiment, mais très sincèrement, c'est pas le secteur marchand qui va trouver des solutions, c'est vous qui en avez l'expérience. Donc vous devez et vous pouvez préfigurer des modèles d'innovation sociale, ça c'est une certitude, je suis intimement convaincue. Merci de votre écoute. Je vous propose en effet d'applaudir pour se réchauffer. Je suis désolé, je ne savais pas qu'en droit PM, on était sans chauffage. Bonjour. Donc moi je suis médiatrice scientifique et je voulais juste vous remercier d'avoir rappelé que le champ de la culture n'était pas essentiellement d'avoir donné l'idée d'ouvrir le champ, voilà, pour résumer, puisque vous avez déjà tout dit, et aussi de parler de la médiation dans le terme de transmission à un public et de rappeler que ça peut être très intéressant aussi de mettre le public au centre de l'action, du spectacle. C'est la façon dont l'action culturelle est présentée et éventuellement de permettre aux artistes de faire appel à des médiateurs ou de prévoir l'activité culturelle justement en collaboration avec d'autres personnes qui ne sont pas purement des artistes mais qui sont des acteurs du monde culturel aussi. Donc voilà, je voulais vous en remercier. Quelqu'un d'autre? Ne soyez pas timide. Je sais que vous êtes froid. Je suis en sciences de gestion, mais je ne suis pas méchant. Non, parce que j'ai adoré votre petite carte postale. T'as été un petit peu agressif, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ils sont timides pour des gens du spectacle vivant, en majorité. Juste une question, en fait, je ne sais même pas si c'est une question. J'ai l'impression de voir aussi des changements de pratiques parmi les plus jeunes générations d'acteurs culturels, artistiques, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, je pense notamment sur les questions peut-être économiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates par rapport à certains modes d'organisation de structures qui ont peut-être 15, 20 ou 25 ans? Donc tu veux parler en fait de comment les jeunes arrivent sur le secteur culturel en tant que professionnels actuellement? Oui, et surtout comment ils se répartissent des tâches de travail ou des modes d'organisation qu'ils choisissent pour mener à bien leur projet, notamment sur la structuration salariale. Alors oui, on observe les effets de la professionnalisation parce que les diplômes ont été assez souhaités, voulus et développés dans le secteur depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs avec quelques limites sur ce modèle-là, mais pour qu'on voit arriver maintenant beaucoup de jeunes qui, ayant bénéficié d'un certain nombre d'apports, n'ont pas les mêmes attentes, n'organisent pas les choses de la même façon. Et surtout, moi ce que j'observe, c'est qu'ils ont beaucoup moins de tabous vis-à-vis de cette tension entre secteur marchand et secteur non marchand. Ça, c'est une des caractéristiques. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas non plus le même... alors attention, je vais être très prudente, ils sont pas moins engagés. Ils sont souvent bénévoles sur plein d'associations, etc. Mais pas forcément... Ils n'ont pas... Le circuit de recrutement, ça n'a pas été d'être bénévole dans la structure avant d'y rentrer, ce qui auparavant était quand même un des mécanismes hyper connus d'intégration d'une association, mais dont Mathieu Elie, dont je vous recommande la lecture ardemment, a quand même démontré que quand on procédait comme ça, en étant recruté après avoir été bénévole, on était moins bien rémunéré que quand on venait de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà l'énorme gratification d'être intégré, donc ça suffisait en termes de rémunération. Donc ils arrivent avec des attentes, des modes de fonctionnement, des pratiques aussi. Ils sont plus à l'aise avec la formalisation des choses, ils n'ont pas le même rapport au temps. Alors je ne vais pas en faire une généralité parce que ça c'est pas forcément que dans le secteur culturel,
faut dissocier quand même ce qui est un phénomène générationnel, même si je ne suis pas très à l'aise avec cette question de la génération. Je suis plutôt dans les approches de Pichot en Belgique qui est très très prudent et qui dit non, il n'y a pas X, Y, Z. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que quand même le rapport à la hiérarchie, le rapport au temps n'est pas le même. Ils attendent qu'on leur donne des responsabilités, c'est un petit peu normal, ils ont un bac plus 5 en général, ou un bac plus 3. Donc c'est vrai qu'après qu'on trouve ça justifié ou pas, hein, par rapport à déjà la capacité de la structure à offrir des activités qualifiées à ce niveau-là, ou qu'on trouve ça normal ou pas par rapport à leur expérience et à la façon dont ils travaillent, en tout cas leurs attentes elles sont là, quoi. Et elles sont là parce qu'ils sont allés chercher du diplôme permettant de légitimer ça. C'est vrai que j'entends beaucoup de directeurs de structure me dire c'est pas parce qu'ils ont le diplôme que ça va suffire. Nous on n'a pas été comme ça, nous on était autodidactes, etc. C'est vrai qu'il y avait une façon de travailler avant qui était quand même d'être beaucoup dans le surinvestissement, et des volumes horaires absolument mirobolants, et on est porteurs historiques, etc. Donc forcément, en plus, cette génération, elle est très embêtée parce qu'elle se dit, avant que tous les anciens historiques qui partent, mais nous, on est complètement bloqués dans l'évolution de notre carrière, quoi. Déjà, ils acceptent de parler de carrière, donc ils disent, ouais, mais là, les quinquas, ils sont là encore pour 10 ans, 15 ans. En plus, ils sont hyper légitimes, hein, légitimité charismatique, rien à dire, on ne peut absolument pas remettre en cause la personne, sauf que je ne partage plus sa façon de mener le projet, je ne partage pas ses méthodes de travail quand il y en a, je n'ai pas la même façon de m'engager que lui, donc bah ouais, on a des clashs dans les structures, ça c'est vrai. Après, par contre, sur ceux qui montent leurs propres projets, qui sont plutôt sur le mode entrepreneurial, beaucoup moins de tabous par rapport à l'argent et par rapport au statut juridique. C'est vraiment quelque chose, parce qu'ils ont un socle entrepreneurial assez, où ils sont allés chercher un socle entrepreneurial assez important en fait, en termes de compétences. Donc il y en a qui vous parlent de levée de fonds, de vocabulaire, il n'y a plus de problème à avoir un vocabulaire gestionnaire. Donc, et ça peut choquer aussi par rapport à certains interlocuteurs, c'est certain. Et sur des logiques un peu de coopération entre structures, justement, notamment sur des aspects financiers, finalement, paradoxalement, ils coopèrent bien parce qu'ils n'ont pas de frontières, quoi. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas la grille de lecture, je suis CCN truc, je suis statut juridique machin, je suis esthétique et qu'ils n'ont pas ce passif d'acculturation à ces mondes, à ces champs-là, du coup, ça coopère plutôt de façon plus agile, ouais. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à questionner le statut juridique, à pas forcément démarrer en asso, ou à démarrer tout seul, ou à se mettre en collectif en version complètement indépendante, et puis en mode débrouille, quoi. Et puis, si j'ai pas de sous, il y a beaucoup me disent, si j'ai pas de sous, c'est pas grave, je vais aller chercher, je vais en trouver, ça va pas me bloquer, quoi. Alors qu'auparavant, on était quand même dans l'idée de, finalement, si la collectivité ne me suit pas, est-ce que le projet existe quand même? Alors eux, c'est l'inverse, c'est mon projet existe, après, qui même me suivent, en fait. Donc c'est là aussi un rapport à l'argent et donc ça fluidifie les choses, ouais. Et plus d'envie de SIC, de coopération, de statut juridique autour d'autres modes que l'association. Aussi parce que certains ont un peu souffert du mode associatif, avec parfois des confrontations entre bénévoles et... pas toujours vrai, on a des assos où ça se passe très très bien par rapport aux bénévoles, mais où, en tout cas quand ça se passe pas bien, ils sont purement bloqués, quoi. Là c'est clair. Donc ils cherchent autre chose. Et c'est vrai qu'ils ne se donnent pas 10 ans pour chercher. Ça va beaucoup plus vite. Alors parfois avec l'idée que oui, ils ne sont pas fidèles, oui, ils ne sont pas... ils font leur vie, quoi. Dans un monde hyper flexible. Fidèles dans quel sens? Fidèles au projet, à la cause, quoi. C'est vrai qu'il y a même des directeurs qui disent on va quand même pas le former pour qu'il parte. Si, c'est même ton obligation légale d'employeur. Et si on raisonne à un niveau macro de coopération sur un territoire, c'est même l'intérêt pour le territoire de former pour que de toute façon la compétence reste sur le territoire, pour qu'il puisse avoir une trajectoire sur le territoire et qu'il puisse faire valoir sa créativité ailleurs. Donc, mais ça, on est encore sur des raisonnements très, très structurés par rapport à ça. Aussi parce que la fonction RH, elle n'a pas été... D'abord, ils n'ont pas été formés à ça, les premières générations. Et puis parfois idéologiquement, selon ce que vous indiquez, ils ne s'inscrivent pas du tout dans ce registre-là. Et donc quand on n'a pas cette notion de finalement, mon éthique de responsabilité, c'est aussi d'être responsable vis-à-vis des autres structures, oui, alors là, il est complètement logique de se dire, c'est mon précaré, c'est ma cotisation à moi, donc elle ne sera utilisée que si c'est vraiment que pour ma structure. Alors comme c'est en mode contraint, j'ai pas le temps, je comprends bien qu'on fasse des choix où à un moment donné c'est déjà compliqué d'envoyer les salariés en formation sur des choses opérationnelles dont on a besoin.
Mais globalement, on ne peut plus raisonner comme ça. Dans un monde où de toute façon on va sur de l'interstructure, sur la flexibilité, sur de la mobilité, sur du recrutement par les compétences et par les talents, on ne peut absolument plus raisonner comme ça, si ce n'est à mettre les individus en réel danger. Alors, bonjour. En fait, on était une asso, on s'est transformé en cible justement. Je crois qu'on était une asso qui s'est transformée en cible, le compagnie de théâtre. Et nous, ça nous a permis aussi de réfléchir. Tu disais, ça sert à réfléchir les salariés entre eux, leurs équilibres, tout ça. Je trouve aussi que ça sert très bien à réfléchir l'équilibre entre salariés et bénévoles. Et là, tu viens d'aborder le passage de l'un à l'autre. Et je pense que ça tient après à la place de chacun, et chacun d'entre nous est un modèle économique en soi, son propre modèle économique, et que du coup, quand on réfléchit à cette place à les bénévoles, on réfléchit à ce modèle économique. Je pense aussi que la SIC, une forme de coopérative, sert à réfléchir le lien entre salarié et employeur, et que là, seul coup, on l'explose ce lien, et que c'est à l'image de nos métiers où en fait on défend, et on a raison, il y a 6 mois, on était dans la rue pour défendre le droit du travail et les conventions collectives et contre les fameuses lois que tout le monde connaît. Et en même temps, nous-mêmes, on ne les respecte pas du tout, d'un certain côté, mais en plus, on n'en veut pas. Parce qu'on veut s'auto-exploiter nous-mêmes, parce qu'on est dans cet espace justement de flexi-sécurité contre lequel on lutte d'un point de vue politique. Donc cette schizophrénie et cette... schizophrénie, c'est pas mal. Qui fait qu'en fait, on défend politiquement les trucs, mais qu'on fait l'inverse dans nos structures. Et à un moment donné, il va falloir qu'on réinvente tout ça. Et qu'on se dise que les conventions collectives qui sont des droits pour les salariés, finalement, pourquoi on ne les respecte pas? Parce qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont pas adaptées à la structure, parce qu'on est entre les deux. Et quand un salarié, on veut avoir les droits, mais en tant qu'employeur, on n'a pas envie de les respecter. C'est ça. Donc comment on va réinventer les fonctionnements, les SIC, les CAE, les mutuelles, les groupements d'employeurs, etc. Comment on va pouvoir réinventer les fonctionnements et comment il va falloir qu'à un moment donné, on se pose la question de se dire qu'on doit inventer un autre truc entre salariés et employeurs. Et qu'on doit inventer un autre truc que ces conventions collectives qui sont négociées par salariés et employeurs. C'est tout le paritarisme qu'il va falloir inventer. C'est pour ça que la SIC, le statut coopératif en général, il est génial, parce qu'en fait, on peut se dire qu'il y a des conventions collectives en France ou l'hyper-libéralisme sauvage que vous pratiquez donc aussi entre vous, mais entre deux, l'ajustement et le compromis entre les mondes, il peut se faire justement sur les régulations que vous trouverez légitimes de vous appliquer. Et pour ça, il faut des espaces de débat. Et en association, c'est pas vrai, il n'y a pas d'espace de débat. Il y a des espaces de débat entre personnes qui ne sont pas salariés de l'association. Je vois quand même très très peu d'associations qui ont des salariés intégrés dans les salles. Il y en a, mais c'est pas fréquent. Donc le salarié n'a pas cet espace pour débattre quand il l'a dans le statut coopératif. Et du coup, vous avez l'instance qui permet de créer vos propres règles. Parce que c'est vrai que souvent je dis, au début j'étais vraiment à fond, comme je suis rentrée dans le cyber. Enfin, par les 35 heures, par exemple, l'observation des 35 heures sur le secteur culturel, j'étais un peu, voilà... Non, c'est vrai que si vous vous entendez entre vous pour dire, bon, il y a les règles, mais en même temps, là, nous, on a envie de mettre en place ça comme fonctionnement, tout le monde adhère à ça, puis on se donne ça pour 18 mois ou 2 ans, puis après, on refait un point parce qu'on risque d'être un peu fatigué, ou que le projet, il atteint un peu un cap aussi, puis qu'on re-questionne ces régulations, et puis qu'on se redonne de nouvelles règles entre nous, mais que c'est toujours débattu, voire écrit, partagé, il n'y a pas de souci, en fait, pour trouver la mise en place de règles. Mais par contre, c'est compliqué quand on n'a pas l'espace qui permet ça. En même temps, on se cache aussi dans le statut associatif. On n'a pas besoin de conseil d'administration et de bureau dans une association. On peut s'en passer, on peut faire un statut autrement. Et on peut avoir le même fonctionnement qu'une SIC dans une association. Donc souvent, c'est un refuge. C'est juste pour se cacher et pour se dire, voilà, ça évite de discuter, ça évite de changer. Alors, on va pas être d'accord. Après, si j'ai 45 minutes, c'est ce que j'ai dit de Michel. C'était plutôt, je voulais aborder la question de, parce qu'en fait on parle de mutation, de changement de modèle économique, des fois un peu dichotomie entre la question des salariés, de la gouvernance, etc. L'idée de pouvoir évoluer sur un nouveau projet, des nouvelles générations qui arrivent, etc., avec d'autres façons de faire. Et puis quid en fait de cette notion aussi de transmission entre les générations, de transmission du projet, tout en étant dans l'idée de on le transmet, mais il faut aussi pouvoir l'adapter à la réalité des secteurs, etc. Donc voilà, on est peut-être à un moment un peu justement complexe en ce moment avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui ont des vérités, qui sont effectivement plus ou moins
fondées en fonction de ce que les formations et le bac+5, on sait aussi tous qu'elles ne sont pas forcément non plus toutes hyper adaptées au secteur, etc. Et que ça, c'est un autre sujet, mais il y a un gros travail aussi à faire là-dessus. On a aussi tout un tas de nouveaux métiers, parce qu'on parlait de médiation, mais par exemple, en tout cas dans le secteur des musiques actuelles, le chargé d'action culturelle, c'est un métier qui a à peine 10 ans, finalement, on ne sait même pas vraiment comment il fonctionne. Puis on leur ajoute maintenant, tiens, bah, tu vas faire du mécénat, et puis tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc finalement, comment est-ce qu'avec toutes ces nouvelles activités, l'historique, les anciens contextes, on arrive à être garant de cette transmission de cette historique de structure qui malgré tout reste importante à mon avis. Et est-ce que c'est pas justement par le mode d'organisation qu'on peut à un moment réussir, moi je me posais la question, on en parlait ce matin, c'est pas par le mode d'organisation qu'on peut réussir finalement à être garant de cette transmission en se disant ayons des organisations qui sont plus horizontales, ayons des choses qui sont moins verticales, etc. pour les militants bâtisseurs qui sont encore aux têtes des structures ont certainement des difficultés à être dans cette passation, mais comment fait quelqu'un qui a à la tête d'un projet depuis 30 ans, qui voit en dessous de lui passer des salariés qui vont... Et au moment où il part en retraite, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on les voit à la fin de leur carrière, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je transmette. C'est super important ce que tu as dit, parce que là, on a vraiment toute une vague de bâtisseurs, effectivement, qui va se retrouver en nécessité de transmission du projet, pourvu qu'ils l'aient identifié, en fait. Mais en fait, certains ne se disent même pas qu'ils sont dans cette étape-là du projet. Donc, et ça, c'est un temps qui est vraiment, tu as raison, extrêmement important, pourvu qu'il déjà il soit dit. Il y en a plein où c'est pas dit, alors il part quand? Je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, attends, il nous a pas dit, peut-être qu'il va refaire 5 ans. Voilà, donc il y a déjà un truc autour de la date, quoi. Après, du coup, le rétro-planning, il n'est pas possible. Et en plus, comme il est quand même en général souvent sur le mode sacrificiel, parce qu'il a tout porté à bout de bras, qu'il est super fatigué et que sa légitimité elle est aussi d'être historique, hyper... en fait, il ne va même pas prendre le temps pour lui pour réfléchir à ça, il ne va même pas considérer que c'est un truc qu'il a le droit d'anticiper, voire d'être formé, voire de prévoir lui sa reconversion après s'il a envie de faire je sais pas quoi pendant une autre étape de sa vie. Alors que si on le pense comme ça, alors déjà à son titre à lui, je pense qu'il faut déjà qu'il aille bien pour arriver à l'envisager. Il y a quand même plein de porteurs de projets qui ne vont pas bien parce que c'est très compliqué financièrement en ce moment, parce qu'il y a ces questions de génération, parce que il faut développer des nouveaux modèles, que c'est quand même une grosse charge psychique de penser tout ça aussi, qui sont beaucoup remis en question, ils le savent. Donc ils vont quand même pas super bien et il faut quand même qu'ils aillent bien pour arriver à accepter d'anticiper et à penser à eux et à se préparer. Parce que s'ils vont pas bien, ils pensent leur équipe ira pas bien. Enfin, je veux dire, après, tu as raison, du coup, il y a des mécanismes structurels qu'on peut mettre en place via, on parle d'entreprises libérées dans le secteur marchand, il y a quand même des modèles qui existent, qui sont mis en place sur Nantes, on a une superbe structure qui fonctionne en libéré. Libéré, c'est, il n'y a plus un chef, quoi. Les salariés sont autonomes, se définissent leurs propres objectifs, s'attribuent leur salaire, définissent leur propre niveau de salaire. Il n'y a plus de place de parking pour le directeur, il n'y a plus de bureau pour le directeur, on a cassé toute la symbolique, on n'est absolument plus en silo, on est en mode horizontal. Là, si sur vos tailles de structure, on n'arrive pas à aller vers des trucs comme ça, quand on voit que Michelin commence à s'intéresser à ça, je ne dis pas, moi je suis un peu sceptique sur les grosses tailles de structure, mais sur de la moyenne organisation, à Nantes, ce qui s'est fait, c'était quand même sur du 200-300 salariés, ça marche hyper bien, ils sont à un chiffre de croissance, à 2 chiffres, quand ils étaient en train de se casser la figure économiquement. Donc en plus, il y a du résultat derrière, les gens vont mieux, donc il ne faut peut-être pas se gêner. Il y a des règles du jeu, il y a l'allocratie, il y a des méthodes même d'animation des réunions qui font que je peux très bien donner la décision dans une réunion à des personnes qui tournent, par exemple, des trucs aussi simples que ça. Et puis il faut casser les silos. Il y a plein de silos dans les structures. Quand on a une structure qui a 3 programmateurs pour l'action culturelle, pour la DIF, pour les nouvelles techno, pour le public empêché, pour je sais pas quoi, et que du coup, moi j'ai fait des effets de concurrence parfois entre programmateurs de à qui tire le plus vite pour avoir la date, la salle, la jauge, le truc, et puis réserver le régisseur. Et du coup, c'est la guerre interne parce que, en fait, il faut respirer, quoi. Enfin, on est quand même juste en train de faire un truc où normalement c'est que du bien-être, c'est que pour aider un territoire, pour à destination du public. L'énergie, elle doit aller dans ce sens-là, elle ne doit pas aller dans le comment j'arrive à gagner la guerre par rapport au programmateur d'à côté, quoi. Enfin, donc, faut remettre les choses en perspective et ils ne sont pas formés à ça. Ils ne connaissent pas forcément toutes les solutions structurelles qui existent là-dessus, parce qu'il y en a qui sont expérimentées, qui sont sympas. Et puis, c'est bien, voilà, on peut les épauler par de l'expertise, comme ce que vous faites sur le modèle, qui pour moi est absolument génial, par des gens qui les aident un peu à prendre du recul, sur des temps temporaires, c'est pas forcément
mais juste où on les sort la tête du guidon et puis on leur donne de la réflexivité, puis on introduit du débat, remettre en débat les choses, et ça marche, enfin, c'est vrai que ça se fait quand même. Oui, et puis je pense aussi avoir une forme d'explication en direction des salariés aussi, ça peut être intéressant sur c'est vrai qu'il y a des structures dans lesquelles il y a des situations de confrontation qui arrivent et qui, quand on discute avec des salariés, ils nous disent non mais c'est super bien, on revoit le modèle d'organisation, on revoit le modèle économique. Moi de toute façon, si ça fait des blocages chez moi, c'est impossible, la gouvernance ne voudra pas, la direction c'est bloqué. Je pense que oui, les salariés sans vouloir défendre le directeur, etc., mais les salariés des fois ne se rendent pas compte effectivement le pourquoi le directeur, la direction effectivement est à bout par rapport à toutes ces tensions qu'il y a sur les nouveaux modèles, etc. Donc, essayer de rétablir effectivement une espèce de pareil, toujours interconnaissance finalement entre les différents niveaux de la structure pour essayer de finalement réussir à lisser un peu. Ouais, mais du coup, tu vois, tu as des entreprises par exemple qui font le fait mon job de jour, on change les jobs de personnes en fait. C'est des trucs rigolos, ça, quand c'est sur des gros jobs, on fait ça qu'une demi-journée, ou la journée, mais ne serait-ce que pour que je me rende compte des difficultés auxquelles l'autre est confronté. Moi je crois beaucoup au mode expérientiel là-dessus, il y a des moments tant qu'on n'a pas touché le problème, en fait on ne peut pas s'en rendre compte. Donc on peut expérimenter des trucs et c'est vrai qu'il faut renverser un peu les positions, puis on va le dire aussi, il y en a quand même qui s'installent aussi dans un truc où voilà, on est dans une structure culturelle, on est bien, est-ce qu'on se remet en cause, est-ce que je suis en même niveau d'engagement, est-ce que je soutiens vraiment le projet, est-ce que je m'installe pas un peu aussi, parce que j'ai bien tapé quand même sur... faut aussi effectivement que tout le monde se rende compte quand même de la qualité de ce qui est produit, de l'intérêt de ces modèles-là, de ce qu'ils ont comme enjeu au niveau sociétal aussi. Il faut quand même juste le rappeler que c'est strictement indispensable que ça existe. Et donc, il faut remobiliser, redonner du sens. Parfois, on a l'impression que le sens il est un peu perdu quand même. Ça devient un peu routinier. Donc, quand les directeurs qui me disent oh, là, ça y est, encore il n'y a pas 2 jours au Mama, il y en a qui me dit non, ça y est, là, ils s'installent dans un truc, moi je suis fatiguée, mais alors ça y est, maintenant eux aussi sont. Ça y est, en fait, ils partent à leur pile et puis on ne peut plus rien demander. Et puis en même temps, je sais, c'est normal, il ne faut pas que machin. Donc il a quand même vachement intégré la nouvelle, tout ce qui est modulation des temps de travail, tout ça. Mais en même temps, il ne peut pas non plus remettre tout le monde tout le temps. C'est vrai que c'est un vrai job, il faut être un vrai manager, et il faut savoir faire, il faut être aidé. Et donc quand on n'a pas forcément les compétences en interne, comment aussi on peut peut-être par les bénévoles mobiliser ou créer ces débats-là, mais qu'il y a à un moment donné, on rebooste un peu les choses pour redonner du sens. Et du coup, ce matin, on a abordé la question qu'on a découvert il y a pas longtemps avec Cécile de modèles qui commencent à mutualiser la gestion des ressources humaines. Je me souviens, ça nous avait un petit peu... Parce que justement, ça peut être aussi ça, c'est qu'à un moment, quand on fait de la mutualisation entre plusieurs structures de gestion des ressources humaines, on peut essayer de casser ces dynamiques parfois, voilà. Mais sauf que ça paraît quand même un peu... moi j'ai pas suffisamment étudié les trucs, mais ça paraît fou de se dire, on est quand même dans l'humain, dans des choses comme ça, de se dire il y a des valeurs, des machins, comment est-ce qu'on peut mutualiser les gestions des ressources humaines, sachant qu'on n'est pas au quotidien avec les personnes. Ça se fait hyper bien, tu prends les groupements d'employeurs, il y a des DRH qui sont mutualisés. Alors ils ont des valeurs aussi dans les PME, tu vois, ils ont des cultures organisationnelles différentes, par contre l'enjeu c'est de trouver quelqu'un d'hyper souple, très en écoute, qui est très adaptable à un contexte d'organisation et à un autre, pour ne pas forcément imposer non plus les mêmes modes de fonctionnement, parce que il est aussi légitime qu'un projet avec un lieu, avec des bénévoles, et son histoire, et qu'on ne cherche pas simplement à dupliquer un modèle sur l'autre, c'est pas ça mutualiser. Mais c'est tout simplement mutualiser un niveau de compétence qui est assez onéreux, qui n'est pas forcément fréquent, que les gens n'ont pas. Avec des gens capables de s'adapter à un contexte et à un autre, et donc d'animer ou d'introduire de l'animation RH et de l'opérationnel RH de façon pertinente dans l'une et l'autre des structures. Ça se fait vraiment très bien sur du modèle du plan employeur.